Alors on l'espère, en tout cas, par exemple au Cameroun, le trône du roi des Bamoun, le sultan Joya, est toujours dans un musée ou à Berlin, en Allemagne. Cet objet prestigieux a été spolié par les colons allemands. L'Allemagne refuse toujours de rendre ce trône et aujourd'hui les descendants de ce sultan se contentent d'une copie. Alors il n'y a pas seulement les États africains qui se battent, il y a également en France par exemple le conseil représentatif des associations noires qui participent à la lutte. De quelle manière? Alors oui, exactement, le CRAN qui demande à la France la restitution par exemple de tous les trésors béninois. Son président Louis-Georges Tin a même cette comparaison qui est plutôt intéressante dans une tribune publiée sur notre site du Monde Afrique. Il dit, vous imaginez si les Français devaient se rendre en Allemagne pour voir les reliques de Saint-Denis ou le sceptre de Charles V, la question est posée, mais pour le moment, la France ne répond toujours pas. Ce débat, ce n'est pas la première fois qu'il ressurgit dans l'actualité. Kumba, comment les musées français justifient leur refus de rendre les œuvres? Alors les musées français ou allemands, par exemple, ont pour principal argument qu'en Afrique, les musées ne sont pas aux normes de sécurité ou de conservation. Bon, c'est vrai que dans beaucoup de musées africains, notamment celui d'Abomey au Bénin, qui est pourtant un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, il est dans un état de délabrement. En quelques années, il y a au moins 300 œuvres qui ont disparu, des objets qui sont revendus sous le manteau. Ça prouve aussi ce rapport de force inéquitable entre, encore une fois, la France et ses anciennes colonies, car ces objets, même s'ils sont dans des musées africains, quand ils ont besoin d'être restaurés, eh ben, ils sont transférés au musée du Quai Branly, par exemple, à Paris, qui dispose d'un savoir-faire indiscutable en la matière. En fait, c'est une question éminemment politique. Les États africains doivent faire du patrimoine culturel une véritable priorité, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pourtant, ces œuvres manquent à l'Afrique, elles font partie de l'identité du continent. Mais ça commence à changer. Par exemple, le Sénégal va inaugurer en novembre son musée des civilisations noires, où les œuvres, on l'espère, pourront être conservées dans de bonnes conditions. Eh bien, vous pourrez retrouver une série d'articles sur cette question du patrimoine culturel africain sur le site du Monde Afrique. Merci, Kumba Khan. Merci, Linda. Voilà. Donc, nous avons suivi. Les statuettes, c'est très important d'avoir eu à suivre cela. C'est important parce que les statuettes, là, c'est les biens de nos ancêtres. Et l'homme blanc nous tient à partir des statuettes. Ils ont mis les statuettes de nos ancêtres dans des musées, dans des prisons. Et ils nous serrent. Ils serrent le peuple noir. L'homme blanc, machiavélique, dont certains Africains tremblent quand ils voient l'homme blanc. L'homme blanc, c'est leur Dieu. L'homme blanc de merde, ils tremblent pour l'homme blanc. Les idiots. Seul qu'un idiot qui peut trembler pour un homme blanc. Mais moi, je ne tremble pas pour un homme blanc. Je ne tremble pas, non. Pourquoi les idiots tremblent pour l'homme blanc? Pourquoi? Parce qu'ils sont aliénés.
Hey, can you put this stupid thing off? Put that stupid thing. The thing on. Qui est derrière la balkanisation du Congo RDC? Les Occidentaux. Ils sont derrière la balkanisation. Et les Occidentaux, ils sont en train de forcer les gens d'aller vite à l'élection présidentielle. Est-ce que la France, quand Hitler bombardait, ou l'Angleterre, ou la Belgique, est-ce qu'ils faisaient des élections? Mais le Congo RDC est sous deuil, hein? Et en deuil depuis. Il y a tellement de familles qui ont perdu des parents. Et est-ce qu'un pays qui est en deuil, un pays qui ne va pas bien, où est-ce que la corruption a pris tous les rouillages, est-ce que ce pays peut avoir des élections? Mais de qui on se moque? L'homme blanc se moque de qui? Est-ce qu'un pays où il y a tant de corruption, il peut avoir des élections? Mais répondez-moi, est-ce qu'un pays où il y a des mafieux, est-ce qu'il peut avoir des élections? Et le Congo, il est temps qu'ils ne se disent plus République démocratique. C'est République à démocratiser. République à démocratiser du Congo. République du Congo rentrera quand le peuple congolais vont libérer la RDC. Parce que hommes, femmes, enfants, donc dans enfants, il y a jeunes garçons, jeunes filles, devront se lever pour le soulèvement populaire. Coûte que coûte, c'est le devoir de tout Congolais et Congolaises pour sauver la patrie. Nous allons écouter ici, très important. Moi, je ne suis pas l'ami de l'homme blanc. Je ne fais pas la manche à l'homme blanc. L'homme blanc qui aille se faire foutre. C'est un enfoiré de merde. Il a toujours faussé ce pays, la République démocratique du Congo. Vous savez, quand on parle de ce pays, il y a beaucoup de passion. Et c'est à travers le prisme de la RDC qu'on peut mesurer l'immaturité et les capacités des Africains à s'élever, à prendre en charge les questions qui relèvent de leur État. À travers ce pays, vous voyez comment les Africains préfèrent se déchirent et refusent d'affronter le vrai ennemi. Pourtant, il est là devant eux, on le voit, mais ils préfèrent s'affronter. C'est à travers la RDC que vous voyez notre malheur historique, qui est ce que je vais résumer en deux secondes, l'incapacité à nous réconcilier avec nous-mêmes.
C'est-à-dire quoi, quand nous l'avons dit? Si on analyse la RDC sur ce que j'appelle les mandatures présidentielles, 5 ans ou bien 10 ans, 15 ans. Quand renouvelable pour oui, comment dire. Ouais. Eh bien, tout ce que les gens racontent est vrai. Il y a la corruption, il y a le clientélisme, il y a bref tous ces mots-là qui trouvent d'ailleurs tous les pays du monde, mais aggravés dans les pays africains parce que nous sommes des pays qui sont colonisés, qui sont sous colonisation. Parlons comme ça. Mais si on a une lecture historique, et c'est la seule lecture qui vaille, c'est là où je me démarque. Je me démarque fermement des autres débatteurs ou des autres thèses de ce pays. C'est que la lecture historique est la seule lecture qui vaille. Pourquoi? Elle seule permet d'expliquer le présent et d'envisager le futur. Bet £10 and get 30. Le présent devient comme une religion, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas d'explication, qui n'a pas d'origine. C'est comme un truc qui est tombé du ciel. Oh, ça ne tient pas. On peut analyser la politique comme ça. Alors quand j'ai posé ces bases méthodologiques, je vais dire quoi? Je vais dire que la RDC, Bachir, c'est un pays qui est spécial dans l'histoire de l'humanité. Vous savez pourquoi? Et particulièrement dans le cas de l'Afrique. C'est le seul pays qui, avant de devenir une colonie, était déjà un État. Vous comprenez pas bien. Avant de devenir une colonie, était déjà un État. Pourquoi? Parce qu'en 1885, par les manœuvres du roi belge, le roi belge va faire de la RDC sa propriété personnelle. Et à partir de ça, donc, pour que ça soit vraiment pour lui, il va manœuvrer pour que ce soit reconnu comme étant un État indépendant. Mais, colonie. Comprenez la différence. Mais, colonie. Le pays est indépendant dans les années 1900. 1900, pas les manœuvres du roi. Mais c'est indépendant parce qu'il dit que c'est pour moi. Ce n'est pas pour les Belges, c'est pour moi. Ce n'est même pas pour vous. Ceux qui veulent marcher avec moi, venons s'associer. Mais sachez que c'est mon art, c'est mon affaire. On va donc créer l'Association internationale du Congo, AIC, qui va regrouper Léopold II et tous ces pays occidentaux, les mêmes gens d'aujourd'hui, la France, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis, ces pays donc, qui vont faire de la RDC une affaire, écoutez bien, pas une nation, une affaire qui leur rapporte de l'argent. C'est de cela qu'il s'agit, une affaire qui va les enrichir. Et le pays donc va devenir indépendant, n'est-ce pas, et l'indépendance formelle onusienne, c'est-à-dire le départ de la Belgique, n'est-ce pas, le départ de la Belgique, le pays devient donc indépendant avec, ce n'est pas cette carotte sur la chaussure, avec ses deux pieds cassés. Et Bachir, on lui demande de marcher sans les béquilles. Il a deux pieds cassés. On lui dit marche. Même sans les béquilles, il ne peut que tomber. Alors les gens qui viennent constater que tu tombes trop, vraiment tu tombes trop, tu es un vaurien, tu tombes, sont des, excusez-moi, des salauds. Parce qu'ils refusent de voir qu'il est programmé pour tomber. Parce que dès le départ, on l'a amputé de tous les éléments qui vous permettent que le pays se mette debout. C'est pour ça que vous allez voir, on va tuer le Mumba. Quand le Mumba, le Premier ministre, s'élève, parce qu'il n'accepte pas ça, il appelle au roi Baudouin, qui est le fils de celui que vous connaissez, il appelle au roi Baudouin que non, nous voulons l'indépendance. Nous nous sommes battus pour ça. Tu n'es pas en train de nous faire un cadeau. Nous allons réunir ce pays et nous allons récupérer sa souveraineté. C'est-à-dire, nous allons être maîtres de nos richesses, nous allons en faire ce que nous voulons, donner à qui nous voulons, dans le cadre de véritables partenariats, de manière à sauver les intérêts de notre pays. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la coalition des Occidentaux et des tombés, c'est-à-dire des Africains qui n'aiment pas, des traîtres africains. On va tuer le Mumba, Bachir. Entre-temps, avant l'indépendance, n'est-ce pas, l'Association internationale du Congo, avec ses associés et ses partenaires, a eu le temps, Bachir, a eu le temps de sophistiquer ses possessions. On a transformé la présence directe du colon n'est plus nécessaire. Entre-temps, il a converti ses avoirs dans des entreprises, les multinationales, dans des actions dans des banques, vous comprenez un peu, dans les banques. Du coup, il peut donc se cacher. Hop, il devient invisible. Mais qui est-ce qu'on voit? On va voir les Africains. Là, on dit que non, mais il y a un président, non? Il y a un premier ministre. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que
les richesses des pays sont déjà gagées. Oui. Gagées par l'étranger et transformées dans les multinationales, dont la gestion échappe à tous les Congolais et à tout l'État congolais. C'est cela qu'il s'agit. Y compris aux dirigeants. Excusez-moi, il y a la pub. Après la pub, je vais remettre. C'est comme ça qu'ils font. Il y a des bonnes choses, ils coupent. Pour les pubs à la con. C'est comme ce qu'on a fait en Guinée équatoriale. 80%, 20%. C'est-à-dire qu'on vient chez toi, on découvre le pétrole, on te dit que bon, ok, tu as droit à 20%. Oui, et c'est l'un des rares pays à avoir ces 20%. 20%, d'autres c'est 10%, c'est 15%, d'autres c'est 25%. Donc on te dit ça. On te dit que bon, ton rôle consiste seulement à s'occuper de l'administration. Donne-nous la licence. Donc on te verse de l'argent. Et voilà, si. Le reste, la technologie, le circuit de gestion de tes matières premières, les circuits de vente, les circuits de financement, tu n'y as aucun contrôle. Allez, tu bouges, on te ferme les guichets. Alors, est-ce que c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec le régime de Kabila? Bien sûr, mais... Pour aller très vite dans l'histoire. Mais ce n'est que ça. C'est-à-dire que tant qu'on ne remet pas en cause ce que vous dites là, c'est-à-dire que ce pacte de la communauté internationale pour le Congo, dont l'ONU parlait, on ne comprend rien à l'histoire de la RDC. C'est-à-dire qu'on pose totalement le débat. Mobutu duré 30 ans pour voir pourquoi. Parce que il avait signé, quand on tue le Mumba, il arrive au pouvoir, il signe ça. Désormais, il dit que l'État du Congo endosse, accepte ces accords. Voilà pourquoi il a mis longtemps au pouvoir. Les Américains l'ont protégé. On sait qu'il avait matriculé à la CIA. Les Américains l'ont protégé. Les Américains l'ont protégé, tous les consorts, parce que Mobutu avait signé cette chose-là, Bachir. Il avait entériné cet accord-là. Donc, à partir de ce moment-là, ces gens disent que l'État fasse n'importe quoi. Mais garantissez-nous ces accords. Ne touchez pas à ces accords secrets qui font que la RDC est encore le seul pays du monde de Bachir, qui est indépendant, mais qui est un pays, comment dire ça, avec un statut international, qui n'appartient pas à son pays, à ses populations, mais qui appartient à plusieurs pays. Beaucoup de pays africains n'appartiennent pas à leur peuple, mais au moins ils ont pour interlocuteur, ou bien pour ennemi, un pays, le colon. Donc pour la RDC, c'est plusieurs colons qui se sont réunis pour faire de la RDC quelque chose d'international, mais pas soumis au droit international, mais soumis à l'arbitraire de ce pays-là, qui comprend ce pays depuis bientôt 200 ans aujourd'hui. Donc, lorsqu'on passe à la RDC à comprendre ça, on passe à côté. Alors, Kabila, lui, il a un problème. Son problème est simple. Il a dit que quand Mobutu est renversé parce que la guerre froide est terminée, il n'est plus utile aux Occidentaux. Alors, entre-temps, ils sont allés s'allier avec les Paul Kagame dans la nouvelle politique des Grands Lacs, où les Américains voulaient régner en seul maître. Alors donc, Kagame arrive au pouvoir et toute la région est soumise à une révolution. Le père de Kabila qui est là va s'allier avec les Kagame. Mais ce que c'est un patriote, c'est un lumumbiste. Quand il arrive au pouvoir, il réunit les accords. Il chamboule tout. Et il entre dans une grande guerre. On appelait ça la guerre mondiale africaine. Où vous avez le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, d'un côté, avec la France, les pays occidentaux, de l'autre côté, vous avez Kabila, qui va appeler l'Angola, et le Zimbabwe à son secours, pour essayer de chasser les Rwandais. Voilà, c'est-à-dire, à la contradiction principale, qui est que le pays a un statut spécial non garanti par le droit international. Deuxième contradiction, c'est la guerre civile du Congo. Vous voyez, cette guerre civile, post-Mobutu, qui va encore déchirer le pays d'un côté. Donc vous allez maintenant ajouter à ça le fait que les pays là, qui ont conduit, qui ont participé, qui ont conduit à l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, vont dire tu vas payer ça cher. Non seulement ils vont l'assassiner, n'est-ce pas? J'entends les gens me dire que c'est le fils qui a tué le père, sans apporter la moindre preuve. Il ne faut pas haïr quelqu'un à ce niveau-là quand même, Bachir. Donc ils vont donc créer cette guerre, on va tuer le père, et du coup donc, en plus du génocide, des conséquences du génocide rwandais, nous venons d'avoir les informations de ce fameux colonel français, n'est-ce pas, qui dit ce que l'on dit depuis longtemps, c'est à savoir que Excusez-moi, c'est encore la publicité. Dès que ça finira, je vais remettre. C'est la publicité. Toujours c'est comme ça.
La stabilisation de la RDC est l'œuvre directe de la France, qui pour revenir dans le jeu, s'imposer le nouveau aux Américains, est venue avec sa politique des grands lacs, soutenant le régime Abiyarimana. Sous couvert d'humanitaire, va donc ouvrir un couloir permettant l'expulsation des génocidaires. Ils vont aller où? En RDC. Voilà l'origine de l'insécurité qui règne dans cette partie de la RDC. Pourquoi on va attribuer ça au fils Kabila? Pourquoi on attribue ça? Pourquoi ceux qui veulent son départ ne posent pas sur la table de ces vrais débats, à savoir ce statut international qui fait que la RDC n'existe que sur papier, qui n'a aucun contrôle sur ses ressources, et que à chaque fois qu'il y a un leader patriote qui veut changer ça, on lui dit que ok, tu veux changer, on va positionner ton pays, on va le soudaniser. Lumumba a fait face à ça, avec les tombées. Oui. Ça n'a jamais changé. Mobutu a eu l'unité du pays, entre guillemets, parce qu'il vous a dit qu'il avait vendu, il a entériné ça. Il a dit comme ok, moi je vais vraiment toucher ça. Le cinéma qui faisait de temps en temps, c'était pour distraire les gens. Le pacte avait été signé. Donc, double colonisation, statut spécial spécifique, non garanti par le droit international. Plus de 30 années de néocolonialisme le plus violent. Après, une deuxième guerre pratiquement mondiale africaine sur son sol. Le pays est colonisé non seulement par les Occidentaux, mais par des pays africains. Quand ces pays-là se retirent, ils s'en vont en insécurisant pour toujours l'Est du pays où il y a beaucoup de richesses. Alors, vous avez là, voilà la double contradiction de ce pays. Le pays est ingouvernable, c'est clair, il est ingouvernable. Les Congolais ne peuvent pas se parler entre eux. Ils sont toujours dans une guerre civile, ils sont très violents entre eux. Et ils réduisent le sort de leur pays à cette saloperie qu'on appelle les élections, au lieu de mettre sur la table le vrai débat, le projet de Lumumba, à savoir un pays uni, indépendant, dont les richesses sont avant tout au service du peuple congolais. Voilà. Pourquoi ne pas faire les traités comme ce que Patrice Lumumba voulait faire? Le Congo aux Congolais, les minéraux du Congo aux Congolais. C'est comme ça. Hein? Mais toujours courir derrière vers l'homme blanc. Le dieu de certains Africains, l'homme blanc de merde. Qui n'est qu'un être humain. Est-ce que l'homme blanc, quand il mange, il fait pas ses selles? Hein, je vous pose la question. Vous, les Africains qui êtes complexés de l'homme blanc, quand l'homme blanc mange, est-ce qu'il ne va pas faire caca? Quand l'homme blanc boit, est-ce qu'il ne va pas faire pipi? Essayez un peu de réfléchir. Pourquoi vous êtes complexés de l'homme blanc? Un être humain qui vient derrière l'homme noir. Vous êtes complexés de lui. Il y a un problème. Il y a un problème. Hein? L'aliénation totale biblique. Essuyez le tableau de la conscience de l'homme noir. Les missionnaires ont fait un super bon travail pour Léopold II et pour toutes les générations qui viennent derrière. Hein? L'aliénation totale. L'élection présidentielle en RDC, que la communauté internationale force, c'est pour balkaniser le Congo RDC. Le vrai secret, c'est ça. La balkanisation, ils veulent mettre la balkanisation en marche rapidement. Hein? Seul que le soulèvement populaire, Boma Kolabo, Boma Basosoya Hippolyte Kanambe, Boma Bafo Pasteur, Alléluia, Alléluia, Obomi Bafo Pasteur, Obemi, na situation ya mabe. Boma Barwande Tutsi, imposteur na Congo RDC. C'est ça. Oui.
moins mauvais, comme vous le dites, mais on sait quand même. On sait quand même qu'il y a l'UDPS avec Tshisekedi qui est là. On sait qu'il y a Moïse Katumbi, lui également, qui est en train de monter. Il y en a beaucoup comme ça. Vous avez parlé de Katumbi. D'abord, c'est un futur repris de justice. Si met plus au Congo, on l'arrête, c'est un bandit. On l'arrête. Lui, c'est un bandit. D'abord, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est un danger pour l'Afrique, pas seulement pour la RDC. Imaginez-vous que ce Katumbi, ce voyou, qui n'est qu'une photo de M. Ouattara, en RDC, imaginez qu'il arrive au pouvoir. C'est toute l'Afrique l'Afrique subsaharienne qui est à terre, machin. C'est vrai que nous sommes pour Kabila. Parce que Kabila, au moins, lui, il y a un certain patriotisme chez Kabila. Katumbi, ce n'est même pas un homme d'affaires. C'est-à-dire, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Vous me parlez de Tshisekedi. Bon, son père, au moins, avait une certaine étoffe. C'était un réactionnaire. Il a passé par la mort de Lumumba. Il était pratiquement devenu belge. Mais il avait au moins une histoire. Il avait un parcours qui forçait le respect. Il était courageux. Mais son fils, c'est qui? Il a pour seul bagage politique que mon père était Tshisekedi. Voilà son seul projet. Je suis le fils de Tshisekedi. Il ne veut rien. Il ne sait rien. Et du coup, il ne peut même pas fédérer son parti. Son parti est un morceau. Le parti est un morceau. Vous allez citer qui? Vital Kamerhe. Oui, voilà. Ouais, qui est Vital Kamerhe. Ouais. Mais ce monsieur, on n'aurait plus peur qu'il pouvait incarner un certain espoir. Mais quand les Blancs touchent, il entre en bas de son lit. Il entre en bas de son lit. Pour lui, la politique, c'est élection transparente, démocratique. Kabila doit partir après 2 mandats. Mais le vrai débat de la RDC, personne ne met ça sur la table. C'est quand même bizarre que nous soyons les seuls. Nous qui ne sommes même pas congolais. Parlons comme ça, en termes de nationalité. Je suis africain, chez nous partout. Mais en termes de nationalité, je ne suis pas congolais. Mais comment c'est nous qui mettons sur la table les vraies problématiques de leur histoire? Pourquoi les hommes politiques qui sont censés éduquer le peuple ne mobilisent pas le peuple autour d'un vrai projet? Bachir, c'est l'histoire de ce pays qui va permettre de dépasser le régionalisme, le tribalisme que le colon belge a exacerbé. Si on ne raconte pas aux populations de la RDC leur histoire, depuis 1885, où on est venu un petit roi belge, salopard de son espèce, est venu dire que votre grand pays là est ma propriété personnelle, Bachir. Et ses amis, les Occidentaux, ont dit que non. Qu'est-ce qu'on a fait là? Viens, on bataille ça. Vous connaissez les richesses du Congo, Bachir? Il y a des travaux de Lénine. Lénine, c'est-à-dire que quand il a fait des travaux sur les multinationales, une grande partie de la richesse mondiale, Bachir, vient du pays de la RDC. Je vous le dis, c'est un scandale. Ces gars, ils ont dit que non, c'est nos réserves. C'est nos réserves. En bourse, ils font toutes les opérations, n'est-ce pas, financières, en s'appuyant sur les réserves. Et ils imposent à tout président qui arrive que si ça, tout le met ça en cause, on met son pays en feu et à sang. C'est tout à fait à Bachar. Donc voilà le vrai débat en RDC. Si on met ça sur la table, le président Kabila refuse de s'engager, nous, on sera les premiers à dire qu'il faut le camp. Mais quand vous voyez que ceux qui veulent prendre le pays sont tous de vulgaires commerçants, tout leur problème c'est de s'enrichir eux aussi et s'entendre avec les Blancs. Parce qu'ils sont en même temps congolais, ils sont en même temps occidentaux. Mais ça va marcher, mon cher Bachir. Mais nous ne sommes pas en train de... Le maintien de Kabila au pouvoir, ce n'est pas une fin pour nous. Non! Si on est toutes les personnes à sa place, je l'ai soutenu. Le problème, c'est que nous voulons qu'on mette sur la table, qu'on nous dicte ce peuple Bachir. Un homme politique a d'abord pour mission de dicter son peuple. Un homme politique doit élever la conscience historique de son peuple. En Afrique, je suis désolé, on n'a pas cet homme politique-là. Vous avez des joueurs de casino, vous avez des mercenaires, des clients, qui n'ont aucun projet pour la population Bachir. Imaginez-vous, je vous le dis, le seul... Vous poursuivez, on a des petits soucis avec la machine pour... Le seul, c'est le Mumba. Donc, quand vous voyez les gens, le but aujourd'hui, il est pratiquement éternel. Pourquoi? Il avait compris. Ce monsieur racontait à son peuple leur histoire. Quand il parle au roi Baudouin, lisez son discours, premier ministre, c'est le roi Baudouin. Il rappelle l'histoire. Il dit que monsieur, tu es pas de nous faire un cadeau. Nous, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Donc nous méritons cette indépendance, monsieur le roi. Le roi disait que non, je vous donne l'indépendance. Le roi a démontré qu'on ne tout donne pas. Nous méritons l'indépendance. Pourquoi ne raconte pas l'histoire des Congolais à ce peuple-là pour les faire comprendre qu'ils ne sont pas seulement des loupards,
ou des Congolais, ou des Kazakhs, cette division ethnique qui amène le pays dans la guerre, il faut raconter l'histoire qui va les amener à dépasser cela, Bachir. Je viens à vous. Quand même politique congolais qui fait ce travail. Voyons ce qu'en pensent d'autres personnes. Voilà. Les Congolais sont toujours complexés de l'homme blanc. Pourquoi? Pourquoi? L'aliénation totale. Oui, l'aliénation. Complexé de l'homme blanc. Congolais. Oui. Africain. Pourquoi êtes-vous complexé de l'homme blanc? Africain. Tu mets la photo de l'homme blanc sur ton mur. Tu es complexé de l'homme blanc. Tu mets la photo. Africain. Malade. Malade dans la tête. Oui. Le Royaume-Uni a bénéficié du soutien des États-Unis, de l'Allemagne et de la France dans ces accusations. L'Afrique média veut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça veut dire que les décisions internationales, il faudrait qu'à l'international qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée. Objet de toutes les convoitises, l'Afrique n'a plus le droit à l'erreur. Elle est dans l'obligation d'être regardante sur toutes les questions géopolitiques, surtout quand elles concernent ses partenaires. Au moment où la Russie fait son retour sur le continent africain, de nombreuses attaques visent le Kremlin. On se souvient encore de l'appel américain demandant aux pays africains de ne pas acheter du matériel militaire russe. À côté de ceci, et c'est la dernière en date, Londres accuse Moscou de l'empoisonnement de Sergei Skripal, un ancien agent secret russe en exil en Grande-Bretagne. Comme si cela ne suffisait pas, le Royaume-Uni a bénéficié du soutien des États-Unis, de l'Allemagne et de la France dans ces accusations. Peut-on y voir une coalition anti-Kremlin? Si oui, pourquoi? Quel est le regard de l'Afrique dans cette nouvelle affaire? Toutes les questions géopolitiques étant liées, cette brouille pourrait-elle avoir des répercussions sur le continent africain? Quelles leçons retenir par les Africains dans cette hypocrisie des relations internationales quand on sait que la Russie s'est dit préoccupée par la situation au Sahel en exprimant le fait que plusieurs forces sont en présence au Sahel, mais la situation ne change pas. On en parle tout de suite dans le cadre de cette autre édition d'Appel sur le continent. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Vous nous dites très souvent, la seule chaîne libre dans le monde. Merci à vous pour cette confiance. La récréation est terminée. Vous le dites également en force. Eh bien, terminons cette autre récréation avec notre invité du jour. Nous le saluons. C'est bien sûr le président Bandakali qui est avec nous. Bonsoir, président Bandakali. Bonsoir, M. Bachir. Bonsoir, les techniciens sans qui nous ne pouvons pas faire ce travail dans la sérénité. Bonsoir aux téléspectateurs qui m'ont permis, encore une fois, je leur dis merci d'avoir accepté que je puisse accéder à leur sanctuaire, sacré sanctuaire, tant qu'ils méritent simplement d'ailleurs. Permettez-moi de saluer le ministre Tony Katima. Je vais lui apporter tout mon soutien pour le deux, pour les gens difficiles qu'il a participé. Nous suivons de très près cette situation et même si les autorités ghanéennes sont excusées, nous acceptons le coup, mais nous allons continuer à être vigilants. Il n'est pas question que des hommes comme Tony Katima, qui font la fierté du continent africain,
ne soient pas en sécurité quelque part en Afrique. Et il nous charge d'ailleurs d'adresser ses remerciements à vous autres et à toute la grande équipe d'Afrique Média, la télévision panafricaine. Alors, Président Badakani, vous l'avez suivi dans mes propos liminaires. Nous parlons aujourd'hui d'une brouille ou d'une crise diplomatique qui est bien sûr en train d'aller crescendo entre Londres et Moscou avec des accusations dans le cadre, n'est-ce pas, des accusations d'empoisonnement d'un ex-agent secret russe en terre britannique. Et bien sûr, ceci défraie la chronique, la menace vient aussi de Londres, menace de sanction, Moscou qui se dit pas du tout intimidé. En tout cas, on en parle. Je vais tout d'abord vous proposer de prendre cet élément pour planter le décor. On va suivre donc ce que ça dit et on revient juste après. Si le président Vladimir Poutine est contrarié par cette tornade diplomatique, il ne le montre certainement pas. Alors que le Royaume-Uni a annoncé l'expulsion de 23 diplomates russes, il était en route vers la Crimée dans le cadre de sa campagne électorale, la région ayant été au centre d'une crise internationale majeure. Nous avons montré au monde ce qu'est une véritable démocratie, pas une démocratie de spectacle. Quand nous sommes unis, nous sommes une force capable de surmonter les difficultés. Le Royaume-Uni accuse la Russie d'avoir empoisonné un agent transfuge, Sergei Skripal, et sa fille sur le sol britannique en utilisant une arme chimique. La première ministre britannique Theresa May a mis un terme aux relations bilatérales et déclaré qu'aucun membre du gouvernement ou de la famille royale ne participeront à la Coupe du monde de football en Russie en 2018. Mais Moscou a déclaré qu'il devrait être autorisé à analyser l'agent neurotoxique utilisé, autrement il ne répondrait pas. Quand nous recevrons une demande officielle, nous répondrons certainement dans les 10 jours en accord avec nos responsabilités envers la Convention sur les armes chimiques. Dans le même temps, plutôt que d'envoyer une telle requête, le Royaume-Uni continue de faire du théâtre politique. Mais la Russie joue également le jeu politique. En Russie, les médias d'État sont outragés de l'accusation britannique accusant le Royaume-Uni de tenter de discréditer la Russie avant la Coupe du Monde. Mais le président Poutine se félicite de résister à l'Occident et cela a toujours joué en sa faveur dans les sondages. Et alors que les élections approchent d'ici quelques jours, la Russie ne devrait pas faire marche arrière. Et alors que c'est certainement la plus grande expulsion de Russes en plus de 30 ans, pour le président Poutine, l'élection à venir compte encore davantage. Voilà, donc c'était notre élément pour planter le décor au président Badakani. On a suivi ce qui a pu se dire jusqu'ici. Alors, je vais poser une question, comme tout Africain, puisque nous avons publié les sujets dans notre page Facebook et dans tous les réseaux dans lesquels nous sommes, n'est-ce pas, en activité. Et la première question qui m'est venue, c'est, M. Bachir, en quoi cette crise diplomatique entre Moscou et Londres concerne-t-elle l'Afrique? L'Afrique est concernée au premier chef. Je dis au premier chef. Et si je peux comprendre que des Africains te posent cette question, je peux aussi m'interroger sur la pertinence géopolitique de ces questionnements-là, dans un contexte où les Africains se sont familiarisés avec les exigences de la géopolitique. Voilà. Mais bon, c'est normal, hein? C'est normal. Pourquoi l'Afrique est concernée au premier chef? D'abord, une question purement domestique. C'est-à-dire politiquement et géopolitiquement domestique. C'est que, mais dans un monde, disons, globalisé, c'est une réalité où les problèmes locaux sont des problèmes globaux et les problèmes globaux des problèmes locaux. C'est ça la globalisation. Il est important de rappeler aux gens que c'est un plan purement formel. Cette crise nous intéresse parce que ça nous apprend davantage sur la nature des relations internationales. On n'a pas fini de connaître sur les relations internationales. Et dans un contexte où, entre guillemets, nous sommes dans une période de, entre guillemets, de guerre froide, je dis bien entre guillemets, c'est un concept dont je méfie beaucoup, je mets entre guillemets, il est important de comprendre que cette crise diplomatique anglo-russe est une crise africaine. Parce que l'Afrique est au cœur des relations internationales. L'Afrique est victime des relations internationales. Les relations internationales jusqu'à présent n'ont pas aidé l'Afrique, au contraire, se sont construites contre l'intérêt de l'Afrique. Donc il est important que, dans une crise comme celle-ci, où nous sommes au cœur là, des relations diplomatiques internationales, que les Africains regardent très bien ce qui est en train de se passer. Deuxième raison pour laquelle c'est un enjeu majeur pour l'Afrique, ça arrive dans un contexte où la Russie retourne en Afrique. Les Russes ont décidé de revenir en Afrique. Nous avons dit ici, nous avons été audacieux, mais nous sommes toujours audacieux, que l'avenir de la Russie se confond désormais avec celle de l'Afrique. Nous l'avons dit. Si la Russie veut maintenir son rang dans le monde, si la Russie veut jouer un rôle
géopolitique mondiale. Et elle est obligée, de par son histoire, de par ses intérêts, et de par son histoire et de par ses intérêts, elle est obligée de se réconcilier avec l'Afrique. Elle est obligée de faire de l'Afrique le champ privilégié, n'est-ce pas, de ce que j'appelle son jeu géopolitique. Donc voilà, et la Russie l'a compris. La Russie est en train de s'impliquer en RCA. Mais bon sang, c'est bienvenu pour nous les Africains. Nous en Afrique centrale, c'est bienvenu. Parce que ça va être compliqué pour les Français, qui ont mis le feu dans ce pays depuis bientôt 100 ans. Vous comprenez, M. Bachir? Oui. La Russie a dit, je m'implique. Et vous avez vu, dès que la Russie a dit qu'elle s'implique en RCA, la France a commencé à bouger un peu. Elle est venue voir, elle a dit que non, donne notre part. Bon, Kader a dit, je vous donne le génie militaire. Beaucoup de ça. Vous allez voir que dans les jours à venir, l'embargo sera levé au niveau des Nations Unies. Parce que comme la Russie a dit qu'elle va prendre en charge, n'est-ce pas, la stabilité de la RCA, le Conseil de sécurité n'aura pas le choix. Pour anticiper, pour ne pas être à la traîne, le Conseil de sécurité sera obligé de lever l'embargo. C'est-à-dire pour laver la honte, comme on dit. C'est-à-dire à défaut d'être honteux, ils vont faire semblant d'avoir les choses en main en levant l'embargo. La Russie vient de dire maintenant, c'est récent là, tout ça, qu'elle est préoccupée par la question du Sahel. Tout à fait. Et que le Sahel, la situation est empirée au Sahel depuis que les postes occidentales, parce qu'il a dit étrangères. Très rapidement, je vous le cite, hein, voilà. C'est justement l'ambassadeur russe à Alger, donc Igor Beliav, c'est lui qui l'a dit. Il dit tout simplement que visiblement la situation ne s'améliore pas et il se pose des questions sur le sérieux des forces étrangères en présence. Mais voilà, voilà ce que la Russie est en train de dire. Nous avons suivi dernièrement les passes d'armes diplomatiques entre les États-Unis et la Russie à travers le ministre Sergei Lavrov, c'est un haut représentant américain. Les trucs sont clairs. C'est-à-dire aujourd'hui, il est clair que la bagarre entre ces différents pôles de croissance capitaliste, parlons comme ça, différents pôles de croissance, la bagarre va s'intensifier. Et c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Voilà pourquoi nous sommes concernés. Alors cette bagarre, elle s'intensifie et c'est bien pour l'Afrique? Très bien pour l'Afrique. Comment vous expliquez ça? De façon objective. Oui. Parce que quand les grands se battent, n'est-ce pas, le petit peut faufiler entre eux. Quand les grands se battent, ils ont tendance à flatter le petit. Quand les grands se battent, ils ont tendance à oublier le petit. Et quand on oublie le petit, il peut s'arranger et jouer les tours aux grands. Je parle un peu comme au quartier. Vous comprenez? C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Bachir. Autre enjeu, c'est que, mais, vous avez vu comment, subitement, la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Union européenne, c'est-à-dire l'Occident, s'est rapidement regroupé contre la Russie. Et c'est une base légère, Bachir. Nous sommes dans une relation d'État. Vous accusez, vous êtes juge de parti. Ils accusent la Russie, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore apporté les preuves. Oui, c'est exactement ce que dit la Russie. Il faut qu'on soit rigoureux. La Russie dit que, mais, je n'ai reçu aucune formulation officielle. C'est quand même grave. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun document officiel où Londres formalise de façon officielle l'accusation, n'est-ce pas, à l'égard de la Russie. Rien, M. Bachir. Deuxièmement, la Convention sur les armes chimiques, c'est le seul, on peut dire que c'est le seul traité, n'est-ce pas, entre les États qui permet, n'est-ce pas, de contrôler, n'est-ce pas, la circulation et l'utilisation par les États des agents chimiques. Justement, mais c'est justement la demande de la Russie, puisque la Russie leur a demandé d'aller vers l'OIAC, cette organisation internationale de l'interdiction des armes chimiques. Et là encore, les Africains sont très concernés. Les gens qui tout le temps rabattent le droit international. Voilà, la Russie dit, mais tenons nos droits internationaux sur la question des armes chimiques. Alors, c'est la convention là qui peut être l'arbitre de cette affaire. L'Angleterre refuse, Londres refuse, ne veut pas. Londres est juge et parti même, non seulement de son accusation, mais même du fait que l'agent chimique en question est directement attribué à la Russie. Sur quelle base? Comment vous pouvez être juge et parti dans un conflit qui vous dépose à un tiers, M. Bachir? Donc, vous voyez que sur la base purement de la forme, les Occidentaux n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. C'est-à-dire, il revient aux Occidentaux et à Londres d'apporter la preuve que l'accusation formulée à l'égard de la Russie est fondée. Ce sont des ragots de quartier, ce sont des ragots d'État, c'est de la calomnie d'État, et à ce niveau c'est grave. Ça prouve que depuis les Occidentaux cherchent le pouls sur la tête des Russes. Vous voyez? Ils cherchent les poux sur la tête des Russes. C'est comme si vous cherchez les poux sur une tête rasée. Bon, la mienne n'est pas encore rasée aujourd'hui, je le ferai peut-être demain, mais une tête rasée, vous cherchez les poux sur la tête. Alors pourquoi chercher les poux, mon cher Bachir? C'est très important d'expliquer ça aux Africains. Il y a d'abord un enjeu ici, c'est que les Occidentaux, les États occidentaux veulent souder comme d'habitude leur opinion publique derrière eux. Vous savez,
Les Occidentaux aiment fanfaronner sur les valeurs. Ils disent qu'ils ont des valeurs. Et ces valeurs sont universelles. Selon de ces valeurs, qu'ils sont octroyés le droit de se déclarer supérieurs aux autres pays et de dire que leur pensée est une pensée universelle de façon obligatoire. Dès que l'Occident pense une chose, c'est bon pour tout le monde. Et ils ont longtemps soudé derrière eux leur opinion publique. Malgré la souffrance, malgré la misère, ils réussissent à souder des gens derrière eux. Donc il y a cet enjeu-là. Pour dire que l'on passe sur notre sol. Nous sommes différents des Russes. Les Russes sont habitués à la brutalité depuis le Moyen-Âge, depuis le charisme. Ils sont brutaux, ils ont un pouvoir violent. Les droits de l'homme ne sont pas leurs soucis. Non, pas chez nous. Nous, les pays des droits de l'homme, des pays de droit, des pays civilisés, démocratiques, on n'accepte pas déjà les méthodes de chez nous. Tout à l'heure, avec votre permission, nous allons démontrer à quoi c'est un discours faux, c'est un discours hypocrite, et que là, il y a un enjeu qui se joue derrière cette solidarité de façade, n'est-ce pas, contre la Russie. Il y a un autre enjeu qui est derrière. Et cet enjeu, c'est l'Afrique. Très bien. Merci, Président Bandakani. On vient comme ça de lancer le pavé dans la mare et allons voir le standard avec notre ami M. Abou qui nous appelle justement du Royaume-Uni. Bonsoir M. Abou, bienvenue à cette autre édition d'Appel sur le continent. Nous vous écoutons. Monsieur Bachir, l'éminent journaliste d'Afrique Média et votre imminent des éminents invités, M. Bandakani, je suis très content de vous voir très pimpants tous les deux sur le plateau d'Afrique Média cet après-midi. Je salue tous les techniciens, le PDG d'Afrique Média, et dire que de vous voir, vous deux sur le plateau, nous sommes plus que dans l'allégresse. C'est que du bonheur. Merci. Maintenant, en ce qui concerne la question qui nous est posée ce soir, ce que je vais dire en tant qu'Afro-Européen, je voudrais être clair avec mes parents adoptifs européens que il faudra qu'ils comprennent que nous n'avons rien, nous Africains, nous n'avons rien contre les peuples européens. Mais nous avons un problème avec les oligarques européens. Parce que les oligarques européens sont les mêmes qui détruisent l'Europe, qui détruisent l'Afrique. Donc nous les peuples, nous sommes les victimes, que ce soit peuple africain et européen. Je le dis pourquoi? Parce que je sais que, en tant que citoyen britannique, je suis sur écoute, donc mon téléphone est sur la liste rouge, donc tout ce que je vais dire, ça n'a rien à voir contre le peuple britannique. C'est pour dire quoi? Que ici, en Grande-Bretagne, on nous enseigne partout que quand on a une accusation, si on emmène quelqu'un à la justice, il faudrait que les preuves soient irréfutables. C'est-à-dire que ça soit au-delà de tout doute avant d'incriminer quelqu'un. Alors, ça sert à quoi? En ce 21e siècle, qu'un peuple aussi avancé, parce que moi, je suis ici il y a longtemps, je suis britannique, donc c'est un peuple avancé, il faut le reconnaître dans les manies. Donc on a une certaine politesse, on n'accuse pas les gens comme ça. Que ça soit au travail, partout, vos voisins, même dans la famille, vos enfants, vous n'avez pas le droit d'accuser vos propres enfants. Il faut vous amener à la justice. Alors, pourquoi aux yeux du monde, des gens que la reine a éduqués d'une manière très polie, ils deviennent du coup, ils perdent toutes leurs manies, parce qu'ils sont l'élite, parce qu'ils sont tout simplement l'élite. Nous disons à cette élite de criminels au col blanc, parce que nous l'avons vu ici, se disserrouiller. Moi, je suis du parti des travailleurs, donc de Labour Party, avec Tony Blair. Nous avons vu comment Tony Blair nous a menti ici. Il allait dire que l'Irak a regardé les yeux dans les yeux, et il nous a dit qu'il a toutes les preuves que l'Irak a des trucs, comme on appelle ça, des armes de grande destruction massive, avec des preuves à l'appui. Et il a emmené les Britanniques en guerre contre l'Irak. Après, un jour après, après d'avoir assassiné Saddam Hussein, vient dire que non, il s'était trompé, qu'il n'avait pas toutes les preuves. Donc, que cela s'arrête maintenant. S'ils veulent détruire le monde, je dis toujours à qui veut l'entendre, si vous voulez vous suicider, mais suicidez-vous, mais laissez les autres vivre. Quelle est cette histoire où on veut tuer tout le monde, même pas parce qu'on est fatigué de vivre? Vous comprenez? On sait, c'est même comme quand Napoléon, dans le temps, est parti attaquer la Russie, il n'a jamais dit au peuple français qui l'emmenait en guerre contre la Russie, que la Russie fait 10 fois la France.
Mais il les a amenés au suicide comme ça. Il a dit, allons-y, nous sommes forts, nous pouvons les gagner parce que nous avons, en dépit de nos combats que nous avons menés, nous avons gagné d'autres peuples. Donc la Russie, nous sommes invincibles, allons-y contre la Russie. Mais qu'on cesse d'être enfant jusqu'à ce point, qu'on cesse d'être enfant, comment des gens qui se disent civilisés refusent de grandir. La Russie, c'est pas n'importe qui. Hein? Pour que tout, on puisse faire les manœuvres de bassesse qu'on fait comme la Côte d'Ivoire, on a fait ça parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas la bombe nucléaire, donc on peut nous faire tout ça passe. Mais c'est pas contre la Russie, on peut faire des petites manigances de basse-cour de ce niveau. Recréer les mêmes conditions, aller sur un point mensonger, et puis créer une cabale contre un pays, après vouloir l'attaquer, mais cet pays-là va vous détruire. Et nous, moi je n'ai pas peur de mourir de façon, parce que moi, en tant qu'homme spirituel, la mort c'est un gain pour moi. Moi, si je meurs, je suis content. Vous comprenez, je n'ai pas de souci avec ça. Je suis un champion sur tous les plans, même un champion sur la mort. Donc, moi, la vie, elle est belle, elle aussi, je m'en fous. Mais, s'ils veulent détruire, eux vont détruire le monde. Parce que la Russie aura le droit de bombarder aussi et détruire tout le monde. Donc, on arrête, on s'assoit et qu'on arrête cette velléité stérile et inutile en ce 21e siècle. On a plus à gagner, nous tous, en faisant ce que nous, les Anglais, nous ont enseigné. En tant que Britanniques, le commerce. Le commerce qu'ils nous enseignent, c'est un commerce qui est doux, un commerce qui est diplomatique dans le respect de l'autre. On appelle ça le gentleman agreement. Il faut qu'on continue sur ce plan-là. C'est comme ça qu'on a été éduqués, qu'ils arrêtent les passe-coups. C'est pas parce que la Russie veut organiser des jeux de la Coupe du Monde aujourd'hui qu'on va encore commencer à faire tous ces trucs-là. Toujours. Mais on ne peut rien contre la Russie. Ils ont les armes que vous avez. Donc arrêtons ça. Arrêtons. Trop c'est trop. Enough is enough. Yeah? It's too much now. That must to stop. Ok? Donc la patrouille, la mort, nous voulons bonne continuation et puis merci. Merci monsieur Abou pour votre appel depuis le Royaume-Uni. On reste au standard cette fois-ci. Et on va au Cameroun avec notre ami Jules. Monsieur Jules, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition d'Appel sur le continent. Il y a longtemps, je ne vous ai pas eu. Oh, je ne sais pas, vous savez, très souvent, vous décidez chez vous de ne pas me prendre, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je vous trouve très bien habillé, vous et Badakani, et je pense que vous deviez souvent vous habiller comme ça. C'est très très agréable à regarder. C'est vrai que chez nous, on fait très peur quand on nous fait des compliments aux hommes, mais vous êtes très beaux aujourd'hui, tous les deux. Hein. Bonjour aux indépendantistes africains, bonjour aux utilisateurs du camp de Congo français d'Afrique. Mon œil qui permet de maintenir mon peuple, c'est celui du genre esclavage. La Russie est un grand pays. Ils connaissent la guerre. Ils sont des habitués de la guerre. Et c'est des amateurs, les Anglais. Ceux qui prétendent que les Russes peuvent aller tuer un espion comme celui-là, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas les Russes. Première chose. Deuxième chose, il faut comprendre que le conflit avec la Russie a commencé en Géorgie. Les Européens se sont un peu trop amusés avec les Russes. Et à cause de cela, les Russes leur en veulent particulièrement. Ils ont poursuivi avec la Syrie. Les Russes ont dit calmez-vous. Alors, dernièrement, lors de ce discours, le président russe a dit je vous parle, vous ne voulez pas m'écouter, je paraphrase, mais maintenant vous allez m'écouter. Et quelle est la partie du monde qui est le plus, je veux dire, la plus importante pour l'Union européenne? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Sans l'Afrique, l'Union européenne n'existe pas. C'est nul de chez nul. Je tiens à rappeler quand même, et ce n'est pas moi qui le dis, 400 milliards d'euros sont pompés dans la zone franc chaque année par la France. 400 milliards d'euros. L'économie européenne survit grâce à l'Afrique. Si l'Afrique lâche, pour quelque raison que ce soit l'Europe s'écroule et sera comme des pays comme je ne sais même pas quoi, je ne sais pas où, hein. Sincèrement, je n'ai même pas de modèle. Ils seront pauvres de chez pauvres. Alors, comme les Européens ne veulent pas écouter les Russes, qu'est-ce que les Russes font? Ils décident d'armer, de renforcer les Africains. Et si les Africains se savent protéger, savent qu'ils peuvent avoir des armes qui sont plus puissantes que celles des Américains, parce que pour la petite histoire, les Américains achètent des armes aux Russes pour aller par exemple faire la guerre dans le désert, parce que les hélicoptères américains s'écoulaient tous les jours là-bas et finalement, dans le Moyen-Orient, les Américains utilisent les hélicoptères russes. Donc ils savent très bien que si les Russes arrivent en Afrique, c'est dangereux pour leurs intérêts. Alors vous allez voir des choses sortir. L'ancien président français Hollande a déclaré récemment qu'il faut menacer la Russie si la Russie nous menace.
Vous croyez que c'est à cause de ce qui se passe en Syrie? Non, c'est à cause de ce qui se passe en Afrique, notamment en Afrique, à SCA. Parce que quand les Russes arrivent là-bas, ce n'est pas bon signe. Ce qui veut dire que les Africains pourront s'armer chez les Russes. Et ça, c'est très dangereux. Puisque tout le monde sait qu'en Afrique, nous n'aimons pas. Certains disent qu'on aime. Non, non, on n'aime pas les Européens. Les Européens nous torturent, nous volent. Donc on ne les aime pas. C'est normal. Et les Russes, on ne nous ont jamais volés. Fatalement, on sera obligatoirement de leur côté. C'est ce qui se passe. Et à cause de cela, vous allez voir tout et n'importe quoi. Regardez, on dit que bon, d'accord, il a empoisonné des gens, mais on n'a qu'à juger. Non, on ne juge pas. On dit qu'on va parler à la Coupe du Monde en Russie. On a dernièrement sanctionné tous les sportifs russes pour, je ne sais pas ce qu'ils font en hiver là-bas, les sports d'hiver, etc., etc., etc. Donc, ça va aller crescendo parce que ces gens continuent à croire qu'ils sont très puissants. Or, militairement parlant, la Russie peut écraser l'Europe. Et c'est ça le problème. Ils sont vraiment confrontés à des problèmes. Ils ne savent plus donner de la tête et ils vont assassiner. Et je suis convaincu, même que ce sont les services d'intelligence anglais qui ont liquidé ce Russe pour faire porter le chapeau aux Russes. C'est comme ça s'est toujours fait. Et on dit non, faire des enquêtes, mais ils n'ont pas besoin de accuser des gens. Les médias font le travail. Regardez ce qu'ils ont fait en Libye, regardez ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont dit que Gbagbo était multimilliardaire, il avait des milliards passés par là. Où en sommes-nous? Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, mais c'est bon. Comme disait l'autre, parle-moi de tes ennemis, je te dirais, tu es mon ami. Les Russes sont nos amis parce que leurs ennemis sont nos ennemis. C'est bon qu'ils viennent ici, c'est bon qu'ils cassent les pieds aux Européens parce que ça nous sert. Je vous remercie. Voilà, merci en tout cas Jules. C'est vrai que j'avais une question pour vous. Peut-être on verra cela avec Patrick Wangain qui vient aussi de nous rejoindre en ligne. Patrick, bonsoir. Bienvenue à l'émission. J'espère qu'aujourd'hui vous avez le retour parce que ces jours-ci c'est pas très facile avec votre côté l'Allemagne. Eh bien ma question... la question que je voulais poser à Jules, en tout cas, c'était celle de savoir, au vu de toute la description qu'il a montrée, du fait que la Russie s'intéresse de plus en plus au continent africain, est-ce que cela signifie que c'est de bonne guerre que les Africains s'intéressent également à cette crise diplomatique entre Londres et Moscou? Oui, bonsoir à toi mon très cher frère Bachi, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. À nos techniciens standardistes, bon, le président Banda. Concernant le sujet que vous mettez à l'ordre du chef Bachi, j'ajouterais déjà à ce qui a été dit, parce que je crois que le sujet avec la Russie au centre a été débattu de long en large sur plusieurs plateaux d'Afrique Média. Et le président en débat. Je dirais simplement que dans le domaine des services d'intelligence, dont c'est de renseignement, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que c'est vieux comme le monde. Dans les conflits à l'époque. Donc, quand on assassine un agent de transport, ne serve plus l'un ou l'autre quand cela se veut. Alors, ça existe depuis toujours. Je peux rappeler que je ne peux pas dédouaner la Russie, que ce soit la Russie qui ait fait cela ou pas, parce qu'ils le font entre eux depuis des décennies. Donc c'est pas nouveau à ce niveau-là. Tout récemment, en 2016 encore, il y a un agent secret russe qui a été toujours, empoisonné en Grande-Bretagne. Si mes souvenirs sont, c'était en 2016. Donc ça c'est le second. Et avant il y en avait. Donc dans tous les cas, à ce niveau-là, je ne veux pas trop m'apaisantir. Parce que ce n'est pas pour moi hyper important, du moins, ne serait-ce qu'important en tant qu'Africain éveillé. Donc, ce qui serait important, c'est effectivement de comprendre, comme le président Badaka